Je vais tenter de vous présenter justement le résultat de ces 40 années d'une mission riche et exaltante à la protection de notre patrimoine local. Patrimoine qui est actuellement intégré dans ce que l'on appelle les ressources phytogénétiques et plus récemment encore la biodiversité cultivée. Ça, ce sont des mots importants, bien sûr, mais pour inclure notre patrimoine local. Sans cette action, réalisée avec la conviction de sa disparition inéluctable et rapide, ce que disait Pierre, et avec ténacité et détermination, sans l'aide des collectivités territoriales d'Aquitaine, et tout particulièrement du Conseil régional d'Aquitaine et actuellement de Nouvelle-Aquitaine, sans l'implication de bénévoles, toujours plus nombreux, ayant développé une multitude d'activités, bénévoles que nous avons réussi à réunir autour de nous, autour des fruits, de notre culture, de notre agriculture, sans notre imagination pour mettre en œuvre des actions diverses assurant un autofinancement conséquent et essentiel, ce patrimoine dont nous sommes si fiers à l'heure actuelle aurait disparu. Excite les prunes d'Aquile, les pommes Fenouillet-Aubert, Rainettes d'Or, Suzette, les pêches Roussanne, Alberge, les cerises à Bourriou, Poire, Boutoc, Monstrueux, Nef Monstrueux, etc. et tant d'autres. Nous voilà installés depuis 1996 en Vallée de Garonne, après un début au sein du Parc naturel régional des Landes de Gascogne de 1979 à 1995. Donc le domaine de Barol est inclus entre l'autoroute Bordeaux-Toulouse, si on va plus loin Marseille, et le canal de Garonne qui rejoint le canal du Midi. Donc le domaine de Barol donc à l'heure actuelle couvre ces 19 hectares avec nos collections. Alors le conservatoire végétal, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que il me semble que c'est une nécessité de savoir qu'est-ce que l'on fait, qui on est, et maintenant vous savez où nous sommes. Mais qui nous sommes, c'est d'abord une association de 1901 créée en 1996, donc après un travail de 15 années à mettre en place ce conservatoire. Ce conservatoire végétal régional d'Aquitaine est une association qui réunit les collectivités territoriales majoritairement et d'autres administrations et qui emploie du personnel. À l'heure actuelle, nous sommes 7 permanents. À ce jour, aujourd'hui, nous sommes une douzaine, mais à temps plein, nous sommes 7 personnes. Nous travaillons sur 5 départements et nous sommes soutenus par une association de soutien au conservatoire qui est riche d'1 millier d'adhérents. Donc bienvenue à bord si vous êtes intéressés. Association que j'ai créée en février 1983 avec un généticien de Gilles-sur-Évette, Jean Pernès, un enseignant agricole qui a créé le groupement des agriculteurs biologiques à Port-Sainte-Marie, chez qui je suis arrivée effectivement en 1979, en juillet 1979, et un professeur de biologie de l'université de Pau. Et immédiatement, des personnes m'ont donné leur aide bénévole. Donc j'ai découvert ce que voulait dire l'aide, et cette aide ne s'est jamais arrêtée, et c'est absolument fabuleux de recevoir, ce don de soi. Et puis le troisième pied, parce qu'un trépied c'est mieux que 2 pieds, ça tombe 2 pieds, 3 pieds c'est solide, et j'espère que ça sera une réalité. Nous avons ce que l'on appelle des sites d'accueil, qui sont des lieux où nous multiplions et diffusons une partie de ce patrimoine, de façon nous dupliquons ce patrimoine sur les sites d'accueil répartis majoritairement sur la région, anciennement région Aquitaine et un tout petit peu Midi-Pyrénées. Donc c'est des lieux de duplication, cela veut dire que lorsque l'on a 2 ou 3 ou 4 arbres de la même variété sur le site de Montesquieu, on peut avoir un cinquième, un sixième, un septième arbre ailleurs, voire davantage. Donc le domaine de Barol, vous voyez, il est au centre de l'ancienne région Aquitaine et un peu déporté vers l'est. Et puis on avait investi Midi-Pyrénées parce qu'il nous semblait que c'était logique au niveau culturel. Ben, on n'a pas eu de chance. La région Aquitaine est montée jusqu'à Poitiers et jusqu'à Limoges. Et ce sont des vergers que l'on implante sous forme paysagère et avec des systèmes agroécologiques. Donc nous avons commencé ces premiers vergers sites d'accueil
dès 1984. Alors c'est pas complètement récent, maintenant nous en avons une quarantaine. La région Nouvelle-Aquitaine, donc, qui est représentée sur cette carte, est investie par 2 conservatoires, donc le nôtre, avec 40 années de conservation des variétés fruitières en Aquitaine, donc majoritairement l'ancienne Aquitaine, pour 2000 accessions, pour ne pas dire 2000 variétés, je vous expliquerai plus tard pourquoi, en conservation, de 16 espèces différentes. Quant au conservatoire des races animales, qui, donc le fondateur, Régis Ribéro-Gaillon, qui a fait la conférence, la présentation hier, et à qui j'ai piqué cette diapositive, donc eux ont fait 30 ans de conservation de races en Aquitaine. C'est 35 races locales qui sont en conservation, dont 20 dans la partie la plus ancienne pour eux. La partie la plus récente, c'est en fait le Crégène de Poitou-Charentes qui le gère. Donc on aperçoit le conservatoire qui pour le moment est un petit peu esselé dans cette nouvelle région. Alors nos races domestiques et nos plantes cultivées sont issues d'espèces sauvages. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive. Les espèces sauvages animales ont donné lieu aux animaux domestiques et les plantes sauvages ont donné lieu à nos plantes cultivées. Nous avons oublié que les arbres fruitiers sont issus d'ancêtres forestiers. Les arbres fruitiers ne sont pas nés fruitiers tels que nous les connaissons, ce sont bien ces ancêtres sauvages qui ont été sélectionnés par l'homme dès le début de l'invention de l'agriculture pour améliorer ses ressources alimentaires. Les sources archéobotaniques nous indiquent, bien que assez rarement, les espèces botaniques dont les fruits étaient consommés. Ça veut dire qu'il faut réussir à retrouver des semis non détruits et arriver à déterminer de quelle espèce il s'agissait. Ce sont vraiment des travaux qui sont relativement récents et extrêmement difficiles à mener. Et à partir de descendants de ces espèces forestières dont les types avaient évolué et portaient des fruits moins astringents, moins durs, moins acides, mais aussi plus sucrés, plus gros, plus juteux, l'homme a accentué de plus en plus le caractère fruitier de l'arbre. C'est ce que l'on appelle une coévolution, celle de notre alimentation avec celle de la génétique des plantes alimentaires. Mais en fait, très peu d'études de la domestication fruitière ont été menées à l'échelle des espèces. Les espèces fruitières européennes actuelles sont rarement issues d'une sélection en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire chez nous, à cause des grandes glaciations qui avaient réduit à néant la végétation. Il faut savoir que la dernière période glaciaire, qui commence il y a environ 110 000 ans, ne se termine qu'il y a environ 10 000 ans seulement. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les espèces fruitières sont revenues en tant que telles. Les espèces y sont donc revenues après une migration d'est en ouest et du sud vers le nord, depuis des centres de diversité, primaires ou secondaires. Ces centres de diversité, qui ont été définis par Vavilov, sont des lieux d'abondance où sont nées les espèces, où y ont été présélectionnées, prédomestiquées, à l'exemple des forêts primaires d'Asie centrale de pommiers, dont faisait référence Pierre tout à l'heure, mais aussi d'abricotiers, de noyers, ou encore venant du croissant fertile pour la vigne, le figuier, l'amandier, l'olivier. Et au cours de leur migration, entre autres le long de la route de la soie, les hommes sont intervenus en repérant des types plus intéressants pour leur alimentation ou moins dangereux, tels que la diminution de l'amertume par l'excès de tanin, à l'exemple de l'amandier par exemple. L'amandier dont les fruits pouvaient être tellement amers qu'ils en étaient toxiques. Donc il a fallu domestiquer ces espèces pour les rendre à la fois comestibles et utiles pour l'alimentation humaine. Et c'est le processus donc la domestication des espèces a modifié les espèces forestières, mais il a fallu trouver un autre système pour pouvoir multiplier les espèces fruitières. Parce que la difficulté était de s'affranchir de la reproduction sexuée pour maintenir à l'identique les types repérés. C'est alors que le greffage ou le marcottage ont été pratiqués. Et ces mêmes découvertes de multiplication végétative ont été faites a priori par des populations humaines qui ne se sont pas rencontrées. Alors je précise a priori parce que ça, on n'en a pas de certitude. Le greffage, c'est quoi? C'est l'association de deux plantes différentes, mais toutefois génétiquement assez proches. Les archives montrent que la Chine a couramment pratiqué le greffage à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, même si l'on pense qu'il a été découvert bien avant dans le sud de l'Europe
5000 ans avant notre ère. Donc les hommes avaient observé que la soudure de deux arbres est possible et se produit naturellement, ce qui l'a imité avec la technique du greffage. Et grâce à cela, il a pu reproduire et multiplier les variétés fruitières identiques à elles-mêmes en s'affranchissant de la reproduction sexuée. Cela n'avait pas été nécessaire pour les céréales et les légumes en raison de la production annuelle ou bisannuelle de graines, qui a permis une sélection relativement rapide des meilleurs d'entre eux. Mais dans le cas des arbres fruitiers, un même paysan ne pouvait observer plusieurs générations de semis d'arbres qu'une ou deux fois dans sa vie, et de toute façon ne pouvait constater qu'un retour massif vers le caractère sauvage. C'est la raison pour laquelle il a fallu des milliers d'années pour sélectionner les arbres fruitiers. Et c'est ainsi que s'est constitué au fil des siècles et des millénaires un pool de variétés fixées grâce au greffage, parce qu'on multipliait les variétés identiques à elles-mêmes. Mais ces variétés, elles cohabitaient avec de nombreux semis. Et ces semis pouvaient servir soit de porte-greffe, soit étaient pourvoyeurs d'une variété nouvelle quand elle était intéressante et qu'on a multipliée par le greffage. Donc c'est ainsi que les arbres fruitiers ont continué à évoluer jusqu'à l'aube du XXe siècle, dans le cadre d'une sélection paysanne, fertile, avant que ce patrimoine ne perde sa richesse et sa diversité avec l'évolution de l'agriculture commerciale. Et le concept de sélection paysanne a été inventé par le phytopathologiste belge Charles Populaire au milieu des années 70. Et c'est en quelque sorte, on est tous ces enfants, tous ceux qui ont lancé des collections d'arbres fruitiers à travers l'Europe, sont les enfants de Charles Populaire, parce que tout d'un coup on a compris que les paysans avaient sélectionné des variétés. Alors, c'est une diapositive, mais on peut voir sur certaines espèces l'évolution du calibre des fruits. Les espèces sauvages donnent en général, presque toujours d'ailleurs, des fruits de tout petit calibre, et puis c'est la sélection qui a fait grossir les calibres. Bah, évidemment, vous allez me dire, la poire, là, elle est encore bien petite. Bah, elle est bien petite, mais elle a déjà été suffisamment sélectionnée pour se retrouver à la fin du XXe siècle dans les assiettes des paysans. De même, le néflier. Ça, c'est un des exemples que j'ai essayé de développer dans la serre d'exposition, si vous avez pu aller la visiter. Le néflier sauvage a des épines. C'est une nèfle de tout petit calibre qui a des épines. Et les néfliers, avec les nèfles que j'ai pu trouver dans les haies, principalement dans les haies, donc à la fin du XXe siècle, étaient des arbres sans épines et qui donnaient des fruits de calibre variable, soit encore relativement petits, mais quand même au moins 4 fois ou 5 fois plus gros que les nèfles sauvages, et puis parfois des nèfles très grosses. Ça veut dire qu'on a sélectionné aussi des espèces que nous ne sommes même plus capables de reconnaître et que nous ne consommons plus. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va disparaître en tant qu'espèce fruitière, et que toute cette sélection qui a mené à ces créations de variétés va disparaître définitivement parce qu'on ne consomme plus le fruit. Alors, c'est la même chose pour les sorbes. Le cormier Sorbus domestica, dont j'ai voulu aussi développer l'histoire dans la serre d'exposition, est un arbre qui donne des fruits qui sont consommables, mais qui sont tanniques. Et le tanin, c'est pas bon pour la santé, donc c'est pas bon à manger non plus. Donc il faut trouver des solutions pour diminuer les tanins des fruits. Et le sorbier, il n'a pas été sélectionné jusqu'au bout. On pourrait avoir des sorbes probablement grosses comme des poires si on avait sélectionné le sorbier jusqu'au bout, comme on a fait avec le néflier, mais on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Très probablement parce que c'est un bois extrêmement dur et qu'on a un mal de chien à le greffer. De fait, on a continué à devoir semer, et quand on sème, eh bien, à 80%, 90%, on retourne vers le caractère sauvage du fruit, donc vers des petits fruits tanniques. Mais de temps en temps, sort la merveille, le miracle, et de temps en temps, on nous en apporte dans notre serre des fruits de gros calibre, alors gros, relatif, mais ça fait comme une petite poire, et beaucoup moins astringent. Donc ça, c'est une espèce qu'il faudrait continuer à domestiquer, sauf que c'est presque une espèce qui est en train de disparaître, tant au niveau forestier, mais les forestiers essaient de revaloriser l'espèce, parce que c'est un bois très dur, de très bonne qualité, et qui met très longtemps à pousser, et aussi en faire de la sélection pour un fruit nouveau. Mais là, on part pour 200-300 ans. Je ne sais pas qui est-ce qui va se lancer dans l'aventure.
Donc je vous parlais des nèfles sauvages, avec les épines, je ne sais pas si vous apercevez les épines sur les branches, avec des nèfles de calibre, enfin de tout petit calibre. Donc ça c'est vraiment une espèce qui a été sélectionnée complètement jusqu'au bout. Ah, alors je reviens sur la sorme. Vous voyez, je vous disais qu'on avait des sormes de calibre plus gros et parfois avec des maturités qui s'échelonnent depuis fin août jusqu'à fin novembre. Cette année, elles ont eu tendance à mûrir extrêmement tôt. Et puis, ben, évidemment, tout le monde connaît les pommes sauvages, mais parfois on ne sait pas ce que c'est qu'un pommier sauvage. Alors le pommier sauvage européen, c'est le Malus sylvestris, donc c'est celui-ci qui donne des fruits plus ou moins gros, mais enfin généralement, enfin quand j'ai plus ou moins gros, plus ou moins petits, de très petits à moyens, c'est des moyens à 2 cm de diamètre. C'est une espèce qui était présente, qui restait présente dans les forêts d'Europe après la glaciation, au passage de la glaciation, et qui n'a quasiment pas donné lieu à une introduction de ces gènes dans les variétés cultivées. Alors maintenant, on est en train de voir qu'il en reste quand même des petits morceaux, mais pas beaucoup. Et c'est pas avec ces variétés-là, c'est pas avec cette espèce-là qu'on a fait nos variétés cultivées, ou très peu. On a fait nos variétés cultivées à partir des forêts du Kazakhstan, principalement. Et puis, bon, je vous montre une poire. Les poires sauvages sont aussi des poires de tout petit calibre. Et pour passer du tout petit calibre au gros calibre, il a fallu vraiment des milliers d'années. Et alors, qu'est-ce que l'on trouvait dans les campagnes, grâce à la sélection paysanne? À partir des fruits de petit calibre, eh bien, on a trouvé tous les calibres possibles, mais une grande qualité gustative. Enfin, une qualité gustative, quand je dis grande, évidemment, ça c'est un aspect qui a beaucoup changé, mais des qualités gustatives qui correspondent à ce qu'on aime, c'est-à-dire une absence d'amertume en général, et puis une chair qui se tient, et des fruits qui sont très sucrés, ou en tous les cas beaucoup plus sucrés que les espèces sauvages. Et on arrivait à trouver dans les fermes du Lot-et-Garonne des petites pommes que j'ai toujours beaucoup aimées, justement parce qu'elles étaient presque inadaptées au commerce, donc elles correspondaient à mon esprit conservateur, mais elles étaient très bonnes, une très très grande qualité gustative. Donc ça c'est la Rainette d'Or du nord du Lot-et-Garonne. Et puis ça c'est une variété qui s'est trouvée dans la région ici, la vers Montesquieu, que j'ai trouvée sous le nom de pomme d'Albret. Et il m'a fallu les analyses génétiques pour savoir que c'est en fait une variété américaine qui s'appelle Rambiotti. Mais bon, elle est intégrée dans le patrimoine depuis peut-être 70 ans ou 80 ans. Alors, je vous disais que les paysans avaient repéré que les arbres sont capables de s'associer. Ça, c'est une photo que j'ai faite cette année dans nos hybrides. 2 arbres, 2 pommiers, côte à côte. Un qui lance sa branche, qui passe à côté du voisin, et l'autre qui lance sa branche, qui rentre dans le voisin. Et puis, vous voyez, il y a une soudure, une véritable soudure. C'est-à-dire que, à la limite, si on coupe le tronc, si on enlève ce tronc, bah, la couronne va continuer à vivre. Alors évidemment, il va falloir un soutien, parce que ça ne va pas être assez gros, mais ça peut grossir très vite, ça a à peine une année. Donc, vous voyez, l'association, elle est tout à fait possible. La seule chose, c'est que les hommes, non seulement l'ont repéré, mais ont été capables de l'imiter. Et ça, je peux vous assurer que moi, ça me laisse tout à fait étonné. De toute ma carrière, je me suis demandé comment les paysans avaient réussi à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il faut quand même greffer au niveau du libère, donc à l'extérieur des plantes, et puis il fallait les outils. Il y a 5000 ans, on n'avait pas les greffoirs, il n'y a pas longtemps qu'on avait les greffoirs. Donc voilà, ça c'est le miracle qui a permis la multiplication végétative, c'est ce qui a permis de créer les espèces fruitières. Et les Chinois le représentaient, donc là c'est une représentation sur une stèle d'un mausolée, hein, de la famille Wu. Cette greffe spontanée de 2 arbres, ça porte un nom. Lui, Yan, j'arrive pas à lire d'ailleurs ici. Lui, Yan, donc c'est publié dans un ouvrage qui s'appelle Des fruits d'ici et d'ailleurs, et c'est Georges Métayer qui a écrit l'article en 2016, pour montrer des archives, donc pour donner des archives et des sources bibliographiques en quelque sorte, de l'histoire du greffage. Alors, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des très vieilles châtaigneraies, et donc dans le Sauternais, il y avait des châtaigniers qui avaient 8 siècles, au moment où j'ai pris les photos, c'était en 95, avec des greffes qui montrent un point de greffe beaucoup plus gros que le tronc, voire l'inverse, un point de greffe qui est beaucoup plus gros. Alors,
je dis oui, un point de greffe qui est beaucoup plus gros, mais oui, c'est ça, le tronc plus petit, et puis un point de greffe qui est de la taille du porte-greffe, et là c'est la partie aérienne de l'arbre qui est de diamètre plus faible. Oui, ils sont classés, mais beaucoup étaient morts déjà. Alors, je vous disais que l'agriculture traditionnelle, en fait, avait été génératrice de paysages et de biodiversité, à la fois donc, en termes de variété et en termes de paysages. Et dans ces paysages traditionnels, j'ai trouvé, il existait un grand nombre de variétés encore à la fin du XXe siècle. Alors ces représentations sont très anciennes et la référence à l'association des plantes et à la présence des arbres fruitiers d'une manière permanente dans toute l'agriculture, donc des arbres fruitiers toujours intimement associés à toutes les productions agricoles, que ce soit les vignes, les céréales, les légumes, dans les haies, y compris avec l'élevage, en prenant les précautions d'usage. Cette agriculture traditionnelle qui a été génératrice de paysages et d'une grande diversité a été citée par tous les écrivains, tous les agronomes romains et tout au long de l'histoire de l'agriculture. Donc là, c'est un ouvrage du XIVe siècle où on voit un arbre fruitier dans un champ d'ail, ou des cultures en billon avec des arbres fruitiers qui portent les vignes. La vigne, c'est une liane, donc elle a tendance à courir au sol et à monter lorsqu'elle a un support. Et tous les arbres ont pu servir de support aux fruits, donc aux fruits de la vigne, c'est-à-dire aux raisins. Et parfois, j'ai entendu pendant une quinzaine d'années, parfois on me signalait qu'on récoltait les raisins à l'échelle. C'est resté longtemps un mystère pour moi. Je me demandais ce que l'on voulait me dire en parlant de raisins récoltés à l'échelle. Et c'est une réalité. J'ai mis 15 ans avant de trouver les premiers arbres qui s'appellent les hautains et qui produisent donc des vignes qui produisent des raisins à hauteur d'arbres. Et ces hautains, donc, ont pu même être utilisés en tant que production commerciale. Et donc, on utilisait pas seulement des arbres fruitiers, mais assez rarement des arbres fruitiers, mais des érables, par exemple, ou d'autres espèces qui étaient étêtées, donc qui étaient des trognes, et le long desquelles la vigne courait, et puis la vigne, donc le raisin, était porté par ces arbres. On retrouve encore ces associations, les photos sont récentes, elles datent de 2017, en Italie, où on voit de la vigne et des arbres. Dans ces cas-là, c'était des poiriers, je crois, sur lesquels la vigne pouvait monter. Et donc la représentation la plus ancienne que nous avons date du début du siècle, c'était des plaques de verre qui montrent une vallée, la vallée du Lèze, donc sur la commune de Moulis, en Ariège, ou alors, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je ne vois pas très bien, mais donc toute cette vallée était couverte de hautains, c'est-à-dire de hautains formés avec des érables, donc des érables qui portent les vignes. Et là c'est un petit peu plus près, alors je ne sais toujours pas si vous voyez, mais on aperçoit les troncs des arbres étêtés, donc ils étaient étêtés en même temps que la vigne était taillée. Et donc ça c'est vraiment une photo, c'est pas une vue de l'esprit. Et c'est relativement récent puisque c'est début du siècle. Et tout à fait récemment, en 2016, un forestier de l'ONF nous a signalé qu'en Haute-Garonne, vers la commune de Roquefort, existaient des restes de ces hautains d'érables. Donc on voit bien que ce sont des arbres qui ont été plantés en alignement, mais qui ont repris une forme d'arbre. Donc ils ne sont plus taillés, donc ils ont repris leur forme naturelle. Mais on sent bien que ça ne fait pas une forêt normale. Il se passe quelque chose dans ce système-là. Et donc ça aurait été certainement la photo précédente, mais à l'intérieur, on aperçoit bien les vignes, les troncs des vignes, les ceps de vignes, qui sont restés présents, même s'ils sont morts. L'association est toujours en place. Donc c'est quelque chose que l'on trouve encore en Italie, en Lombardie par exemple, sur des noyers. Donc des noyers têtards, donc
ils sont étêtés au moment de la taille de la vigne et puis ils repoussent. Et alors évidemment, à chaque fois qu'on taille très fortement un arbre, il a tendance à repartir très fortement et très vigoureusement. C'est pour ça que vous voyez des branches très hautes, mais en fait elles ont un an. En Espagne, au Portugal, dans la vallée du Douro, on peut trouver dans les vignes des amandiers. Mais là, on ne laisse pas monter les vignes dans les amandiers. Il y a deux cultures sur les mêmes parcelles. Et en Ariège, j'ai trouvé un système triple. C'était en automne, donc les arbres qui étaient principalement des pruniers et des pêchers avaient perdu leurs feuilles. Donc on voit bien qu'ils sont intégrés dans les alignements de vignes. Mais ce que l'on remarque surtout, c'est que les intercalaires sont travaillés et puis qu'on y trouve, sur la ligne elle-même, on y trouve des légumes d'hiver. Et donc la dame était toute surprise, de ma surprise d'ailleurs, quand j'étais avec mon appareil photo, et elle me disait « Ah, on voit bien que vous êtes de la ville ». Et c'était la première fois que je voyais cette association. Donc on peut trouver encore, les arbres sont encore en vie dans les vignes. Là, c'est un beau poirier, mais des pommiers. J'ai trouvé des cerisiers, j'ai trouvé les variétés de cerisiers de l'entre-deux-mer dans les vignes réellement. Alors maintenant, si vous alliez les chercher, vous auriez du mal à les trouver parce qu'ils ont effectivement complètement disparu. Et là, on est revenu en Italie où on voit en Toscane une association de vignes avec des arbres qui sont probablement des peupliers qui sont très hauts. Ou des amandiers d'ailleurs, parfois ce sont des amandiers. Là celui-là, c'est un amandier et un poirier. Donc ces associations, elles ont toujours existé et il en reste des miraculeux, si on peut dire. Alors en Lot-et-Garonne, cette association, elle a été très organisée, et organisée d'un point de vue commercial, sous une appellation bien précise qui était la Cance ou Joual, qui était une association tripartite de vignes, d'arbres fruitiers et d'une culture intercalaire, avec un espacement plus ou moins ouvert, plus ou moins important, selon la culture intercalaire qui allait être produite. Donc là, on reconnaît bien des pêchers, enfin, moi je reconnais bien des pêchers, qui sont de couleur rose à leur floraison. Donc on voit qu'il n'y en a pas sur toutes les lignes, mais une ligne sur deux. Ceci dit, c'était dans les années 90 à peu près, donc il pouvait y avoir une partie des pêchers qui avaient disparu, je ne sais pas trop. Et tout près d'ici, sur la commune de Port-Sainte-Marie, il existe encore ces systèmes anciens de joual avec des cerisiers. Donc on voit la vigne qui est quand même un peu fatiguée, donc très ancienne, avec des cerisiers, et puis le terrain travaillé pour y faire une culture intercalaire. Et donc voilà, 2 mois plus tard, on voit que les cerisiers ont produit des fruits, c'est normal. Et ben, par contre, comme il avait beaucoup plu cette année-là, je crois que c'était en 2012, le maïs avait eu un mal de chien à pousser, mais ils vont faire la récolte de maïs, ils la font tous les ans, hein, maïs sur des sols alternativement, c'est une joual qui fonctionne toujours. Et puis, dernier exemple de joual, c'est la joual avec des pruniers, la prune d'Agen, ça c'était classique jusqu'en 1960. Les pruniers d'Agen étaient dans ces systèmes mixtes, avec des vignes, vous voyez, bien traitées, bien taillées, des pruniers très vigoureux, en bon état, en bonne santé. Tout le monde est en bonne santé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait nous laisser entendre que l'un va faire de la concurrence ou de l'ombre à l'autre. Bon, la seule différence, c'est que le chemin, enfin, la partie intercalaire n'est plus une partie cultivée, mais était le chemin d'accès à la propriété. Alors ces arbres fruitiers, dans quel système agricole je les ai trouvés? Ben, partout. Ils étaient partout présents. Dans les céréales, donc là c'est en Dordogne, un champ de sorgho avec des noyers. Donc quand on nous dit sous un noyer rien ne pousse, ben, il se trouve qu'en Isère et en Dordogne, sous les noyers, ça poussait. Bon, on pense qu'on en veut, mais ça pousse aussi en Italie. On trouvait des arbres, donc là des cerisiers, c'est en montagne, nous sommes à Itzassou, en Pays Basque, donc ces cerisiers étaient en bordure de prés ou à l'intérieur des prés, et je regrette beaucoup de ne pas avoir fait plus de photos à cette époque-là, c'était en 1982, parce que ça, cette photo, vous ne pourriez pas la refaire, parce que les arbres ont vraiment disparu, et c'était des variétés bien spécifiques qui avaient été développées dans cette région. Le cerisier est censé ne pas trop aimer l'eau,
Et en Pays Basque, ils sont servis, ils reçoivent 1500 mm d'eau sur les têtes, donc c'est vraiment des variétés qui sont adaptées à cette région. Les châtaigneraies elles-mêmes étaient cultivées. Donc elles étaient cultivées avec une céréale qui aime les sols acides. On ne pouvait pas y faire du blé parce que le sol était acide, donc on y faisait du seigle. Et bien sûr, là, la châtaigneraie, elle est un peu refermée. On les entretenait bien, les châtaigneraies, de façon à ce que la lumière filtre jusqu'au sol. Mais si on regarde bien cette photo, on voit qu'il y a des bosses sur l'alignement de l'arbre et des creux. Et dans la zone de creux, c'était la céréale qui était implantée. Et Parmentier, avant de travailler sur la pomme de terre, avait travaillé sur les seigles et lui-même disait que les meilleures pailles de seigle se retrouvaient sous les châtaigneraies. Bon, vous allez me dire, c'est pas la paille que l'on mange, c'est le seigle. Mais bon, la paille de seigle devait servir elle aussi. Et puis, on trouvait les arbres dans les haies. Les haies qui ne s'appelaient pas encore haies fruitières, puisque dans les haies, on y mettait il y avait toujours 2 étages, hein, on y mettait tous les arbres qui pouvaient avoir une fonction dans la région. Ça pouvait être des hêtres, et on coupait les hêtres, des frênes plutôt, des frênes, et on faisait la frênée, on récupérait les feuilles pour donner à manger aux animaux. Mais la haie donc pouvait être faite avec des arbres fruitiers intégrés dans la partie basse qui était épineuse. Donc elle était formée avec des aubépines et des pruneliers majoritairement, mais ça c'était comme ça dans toute l'Europe. Et là on est en Aveyron, et l'agriculteur il fait son jardin le long de sa haie, et si ça ne poussait pas au pied de la haie, je pense qu'il ne s'amuserait pas à faire son jardin. Parce qu'on nous a beaucoup enseigné, j'ai eu aussi une formation agricole malgré tout, et donc on nous a quand même beaucoup enseigné que la concurrence c'est terrifiant. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait absolument arracher les haies. Et donc on a vraiment arraché les haies, et dans des zones où on a plutôt des prairies, c'est donc là on est en Limousin, les paysans utilisaient encore les pommes pour faire du cidre majoritairement, ou pour les commercialiser d'ailleurs. Donc ils ont arraché les haies. Le propriétaire me disait que vraiment ça a été extrêmement difficile d'arracher les haies parce qu'elles étaient tellement anciennes que les aubépines et les pruneliers avaient des systèmes racinaires vraiment très profonds. Il fallait des pelleteuses, et ils ont vraiment peiné à arracher ces haies. Sauf que lui, il a voulu garder les arbres fruitiers, puis ensuite il s'est rendu compte qu'il avait quand même besoin de la clôture, donc il a remis une clôture de fil barbelé. Et donc qu'est-ce que l'on trouve aussi sous les vergers? Qu'est-ce que l'on trouvait sous les vergers et sous les vignes? Eh bien des plantes sauvages, des plantes qui sont associées aux arbres et aux vignes. Et entre autres, en Lot-et-Garonne, puisque la photo est de Lot-et-Garonne, sous les pruniers d'Agen, on trouvait fréquemment la tulipe agenaise, Tulipa agenensis, cette espèce qui est maintenant protégée, parce que devenue rarissime, alors qu'elle était fortement présente. On vendait à Agen, on vendait les tulipes d'Agen à Agen, ce qui maintenant est interdit puisque la plante elle-même est protégée. Donc là, nous sommes à Villebramar. C'est un verger de pruniers très ancien. Les plus anciens pruniers ont une centaine d'années, les plus jeunes ont une cinquantaine d'années. Alors les plus jeunes, et les vraiment plus jeunes, ont été plantés par le Conservatoire d'Aquitaine avec les collections de pruniers d'Agen pour boucher les trous des arbres morts. Mais les tulipes sont toujours présentes. Et de même, à côté d'ici, à Bazins, de l'autre côté de la Garonne, malgré tout, il y a des tulipes botaniques sur une petite parcelle de à peu près 3000 m², sous des cerisiers. Et le terrain est un terrain privé. Donc, pour le moment, le propriétaire aime cette association avec ces tulipes. Il travaille le sol comme il le faut, c'est-à-dire sans utiliser de désherbant, parce que voilà, c'est terrifiant. C'est la mort immédiate de la tulipe, ça c'est le désherbant, mais aussi les labours profonds ne sont pas bons. Mais malgré tout, il ne faut pas laisser s'enherber trop la parcelle, donc il faut travailler le sol superficiellement avec du griffage 2 à 3 fois par an, ce qu'il fait avec un vieux tracteur et un vieil outil. Et le comptage sur cette parcelle, donc je dis à peu près 3000 m², c'est environ 8000 tulipes fleuries chaque année. Et donc, dans ces systèmes-là, sont nées un grand nombre de variétés locales
qui ont été créés dans des milieux qui étaient soumis à la pression de l'environnement, c'est-à-dire ils étaient soumis à la pression des parasites et du climat, et ils étaient sans protection. Donc les paysans ont conservé plutôt ceux qui se développaient le mieux, le plus facilement, et lorsque la variété était bonne mais s'avérait beaucoup trop sensible aux maladies, on la regreffait, on n'hésitait pas. Le greffage, c'était quelque chose qui était pratiqué extrêmement couramment dans les campagnes, et qui était une technique qui était toujours un don. On ne se faisait jamais payer pour un acte de greffage. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces campagnes comme variétés? D'abord des variétés population qui peuvent avoir plusieurs dénominations. C'est le cas de la rainette de Brive, pomme de Comte, Coujonneau, de l'Estre, la lettre, etc. Mais c'est un seul et même génotype, pour le moment, avec les analyses que l'on est capable de faire. Mais bon, c'est ce qu'on appellerait des variétés population. Et puis, il y a des variétés uniques. Un grand nombre de variétés que j'ai pu récupérer sont uniques. C'est-à-dire, j'ai trouvé un arbre. Alors, j'ai trouvé un arbre probablement parce que le deuxième, le troisième, le 25e avaient disparu. Mais peut-être aussi que j'ai trouvé un arbre parce qu'il était en cours de sélection. C'est-à-dire que c'était peut-être un semis qui avait été déjà repéré et dont on connaissait bien la qualité gustative. Donc, pour le moment, il n'y avait qu'un arbre. C'est tout à fait envisageable. Et ça, ce sont les études, c'est l'écoute des paysans, c'est ce qu'on appelle l'enquête ethnobotanique qui permet de savoir si l'arbre est greffé ou pas greffé. Mais parfois, on n'a plus accès à la personne. J'avais pas accès à la personne qui avait fait le greffage ou qui avait fait le semis. De fait, je ne pouvais pas le savoir. Et puis, on trouve aussi des variétés différentes, mais qui portent la même appellation. Alors ça c'est redoutable, hein, parce que quand on parle de la zérolie, par exemple, ou quand on parle de la pomme d'île, ben oui, d'accord, mais vous parlez de laquelle? Et la pomme d'anis, hein, on ne parlait pas des pommes d'anis, et c'est pareil pour les roussanes, quand on parle des roussanes, oui, d'accord, mais on parle de quelle roussane? Ça, c'est une même appellation qui est utilisée pour différents génotypes. Alors, je vais vous en passer quelques-unes, hein, quand même, pour montrer les fruits, parce que quand même censé vous montrer des fruits. J'espère que vous êtes allé à la serre et que vous avez pu les observer, les voir, et voir à quel point ça peut être joli aussi, une présentation de fruits. Donc si on commence par les pommes, celle qui était dans la région, à Pie double rose, c'est la Pie double rose de la Genève, c'est à pomme d'api et pomme de renette. C'est une pomme très douce, à chair très douce, sans acidité, très croquante, à chair très blanche, qui ne s'oxyde pas, c'est des variétés qu'on connaît bien, et qui sont relativement peu sensibles au carpocaps. Il y a très peu de variétés peu sensibles au carpocaps, et de moins en moins, parce que le carpocaps c'est le vert de la pomme, et qu'à l'heure actuelle, les parasites, qu'ils soient insectes ou champignons, ont tendance à devenir de plus en plus efficaces, si on peut parler avec ce terme-là, parce qu'on lutte trop contre eux. À force de lutter toujours, parfois avec les mêmes molécules, on finit par les sélectionner. Et la capacité de reproduction d'un insecte ou d'un champignon ou d'une bactérie est 1 million de fois plus rapide qu'un arbre fruitier. Quand je dis 1 million, c'est certainement beaucoup plus que ça. De fait, les arbres fruitiers sont soumis à beaucoup de parasites et il y a quand même des variétés qui résistent. De même, la basque ou d'Arechagara, qui est une très jolie pomme, très croquante. Alors là, quand on coupe la chair, elle s'oxyde. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'oxyde? Parce qu'elle est riche en polyphénol. Alors on sait maintenant que certains polyphénols sont très bons pour la santé. Mais on veut quand même des pommes qui ne s'oxydent pas. Donc voilà, il va falloir choisir dorénavant. Et alors, elle est très bien, sous toutes ses coutures, elle va bien. Elle nous ennuie quand même parce qu'elle est incapable de s'auto-éclaircir. C'est-à-dire que souvent, le bourgeon floral, quand il est fécondé, et je ne sais pas, il doit être attractif pour les abeilles, eh bien, fait qu'elle garde ses 4 ou 5 fruits. Donc si on veut que le calibre soit un peu plus gros, ben, il faut passer à la main, on n'a pas de choix, il faut pouvoir l'éclaircir. Alors elle-même est peu sensible au carpocaps. Ça paraît paradoxal parce que toutes les variétés grises, les rainettes grises du Canada, la zérolie ou autres, toutes les rainettes grises sont très attractives pour le carpocaps. Quand vous avez des pommes à épiderme liégeux,
ce qu'on appelle les grises, vous êtes sûr que vous avez les carpeaux dedans. Il n'y avait pas celle-là, ou moins. Prendre vos précautions. Donc elle porte un nom basque, Udare Chagara, et parfois Apes Chagara. Les Apes Chagara en Pays Basque sont les pommes qui sont de bonne qualité gustative. Donc ça peut s'adresser à plusieurs variétés. C'est celle qu'on offrait au curé. Apes, c'est le curé. Et puis, il y a des populations. Alors je donne un exemple, c'est la païbou, c'est son nom béarnais, qui s'appelle André Maria Chagara Ostagoria en Pays Basque. Mais dans les langues, Poumo des Garbes, c'est la pomme de la moisson. Ou Marie-Madeleine, je suppose que la fête de Marie-Madeleine doit se trouver dans ces eaux-là. C'est une pomme que j'ai trouvée dans toutes les exploitations agricoles depuis Andaille jusqu'à Pau. Alors quand je dis toutes, c'est toutes. Tout le monde avait de la païbou. Mais c'était pas toujours tout à fait la même. Elles étaient plus ou moins rouges, plus ou moins striées, plus ou moins grosses. Malgré tout, la floraison était toujours la même, avec une floraison avec une fleur blanche mais à bordure rose, donc il y avait quand même un point commun. Les analyses génétiques ont montré que les 20 accessions que j'ai rentrées en collection donnent toutes le même génotype, mais le phénotype, c'est-à-dire l'aspect visuel, n'est pas tout à fait le même, et la chair peut être extrêmement blanche, en général elle est extrêmement blanche, mais de temps en temps elle est rouge, enfin rose. Probablement des mutations très fines qui ne sont pas observables par les analyses génétiques actuelles et qui touchent, là pour le coup, l'épiderme. Alors elle doit avoir une capacité de mutation d'un microgène. Voilà, on a un généticien dans la salle, je ne sais pas exactement à quel niveau se produit cette mutation, mais quelque chose mute très facilement au niveau de ce qui code pour l'épiderme. Alors, je pense que oui, et donc j'ai retrouvé cette variété à la fois dans tout le massif pyrénéen de Andaille jusqu'à Pau. Je l'ai retrouvée un tout petit peu sur les Hautes-Pyrénées. Je l'ai trouvée en altitude, quasiment jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et puis, un tout petit peu dans le Gers, un tout petit peu dans les Landes. Et puis tout d'un coup, de moins en moins, ça se clairsemait. Donc je la trouvais plus chez tout le monde, jusqu'au moment où j'ai dépassé la commune du Sabre, à Saint-Symphorien, c'était la limite extrême. Elle n'est jamais passée en haut, c'est-à-dire qu'on ne la trouve jamais en Gironde, on ne la trouve jamais en Lot-et-Garonne, et dans le nord du Gers, on ne la trouve jamais. C'est-à-dire qu'elle passe de chez tout le monde à chez personne. Et ça, c'est le mystère de la diffusion des variétés. Alors, on retrouve la même chose, des clones d'une pomme très connue, qui est la Rainette de Brive. Rainette de Brive, c'est son nom commercial. En fait, elle est née à Saint-Germain-les-Vergnes en Corrèze. On connaît bien l'histoire de cette variété. Donc elle s'appelle Sainte-Germaine, du nom du village. Mais elle s'appelle aussi de l'Estre, la Lettre, Coujounou, Pomme de Comte, etc. Elle porte facilement une vingtaine d'appellations. Et elle est très bien en Limousin, elle est très bien en altitude. Et dans des climats qui peuvent se refroidir. En tous les cas, elle n'aime pas du tout la bordure atlantique. Alors, c'est pas l'arbre il pousse, mais le fruit n'est pas très très bon. En Lot-et-Garonne, on est à la limite extrême, c'est-à-dire qu'elle pousse très bien. Mais bon, la qualité gustative n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver en Limousin. Elle est sensible au climat. Et on la trouve plutôt sur la bordure est de la région. Elle descend sur le Lot, sur Toulouse, sur l'Ariège. Et elle y est bien en Bretagne. Voilà, il y a un lien climatique très probable. Et c'est une variété qui est intéressante parce qu'elle se conserve très longtemps, et elle se conserve très longtemps parce qu'elle produit peu d'éthylène. Ces loges à pépins produisent peu d'éthylène, donc elle évolue très, très lentement. Alors si je continue, il y a des variétés qui portent le nom de leur village, comme Pouzac, une autre qui s'appelle Vedette du Béarn, parce qu'elle a été multipliée par un pépiniériste. Je l'ai trouvée aussi sous le nom d'Artigues-Loutan, le village d'Artigues-Loutan. Et puis, j'ai trouvé aussi la Copan du Brie du Limousin assez fréquemment en Limousin, donc en Haute-Vienne, jusqu'en Bazadet. Donc, elle s'appelait la Rainette verte des Landes. C'est moi qui l'avais appelée la Rainette verte des Landes, on va dire. Mais cette Copan du Brie du Limousin, elle est très intéressante parce qu'elle s'auto-éclaircit. Elle n'a qu'un fruit par inflorescence. Alors ça, c'est vraiment fabuleux pour un amateur. Elle a d'autres avantages, des inconvénients, comme tout le monde.
Mais ce qui est, et elle n'alterne pas, malgré tout elle est bien parce qu'elle n'alterne pas, mais elle a quand même quelques inconvénients, mais surtout, les analyses génétiques nous ont montré que les gens du Nord l'ont aussi, sous le nom de Gribaudet. Alors, est-ce qu'elle est descendue en Limousin ou est-ce qu'elle est montée dans le Nord? On ne saura jamais. Mais les gens du Nord sont persuadés qu'elle est de chez eux, donc je la leur laisse. Ça n'empêche qu'ils ne sont pas contents, mais je la conserve sous le nom de Content du Gris du Limousin. Et puis, bon, en Auvergne, on peut trouver l'armoise, Rainette marbrée d'Auvergne, mais on la trouve souvent sous le nom d'armoise. Alors c'est pas facile quand c'est classé par ordre alphabétique, parce que si je l'appelle armoise, on la cherche à R, Rainette marbrée d'Auvergne, et si j'écris Rainette marbrée d'Auvergne, les gens la cherchent à A et ils ne vont pas la trouver. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est une variété intéressante, et pourquoi marbrée? Il y a beaucoup de variétés qui s'appellent marbrée parce qu'il y a du liège très fin qui se retrouve sur la totalité de l'épiderme. Vous voyez, ça fait comme une espèce de marbrure, mais c'est tout à fait génétique. On la retrouve sur tous les fruits. Par contre, vous pouvez aussi faire des marbrures si vous traitez trop vos golden au cuivre. Mais c'est pas la même marbrure. Et puis la dernière dont je vais parler, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la rainette dorée, ambrette dorée, ou rainette d'or. Alors il vaudrait mieux l'appeler rainette d'or d'ailleurs, parce que c'est un petit bijou. C'est une petite pomme d'une très 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 grande qualité gustative qui a des fleurs rouges, enfin roses. Des rouges quand c'est fermé et rouge pourpre quand le bourgeon à fleurs est fermé, et puis quand elle s'ouvre, vous voyez, elle est rose, les arbres sont roses. C'est la seule variété du patrimoine local qui ait cette floraison. Aux analyses génétiques, elle est sortie unique dans les collections, hein, on la trouve nulle part ailleurs en Europe. Et par contre, ils ont réussi à connaître une partie de ses géniteurs, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle descend de deux variétés, qui est la rainette franche étant la variété de pommes française qui a donné le plus de descendants dans toute l'Europe. Sauf que plus personne n'a la rainette franche. C'est bien dommage, nous ne l'avons pas non plus. Mais donc, celle-ci, elle est issue du croisement de rainette franche avec Api jaune. Api jaune, les pommes d'Api, les pommes de rainette, je recommence. Mais l'Api jaune, c'est une toute petite pomme jaune. Donc, on sait qu'elle est issue, alors peut-être pas directement, mais elle a deux parents qui sont cette rainette franche et cette Api jaune. Moi, je trouve ça absolument miraculeux d'apprendre des choses comme ça sur ce patrimoine. Moi, je me contentais de la manger et de trouver qu'elle était très bonne. Alors, son problème, c'est qu'elle alterne, puisqu'elle fait beaucoup trop de fruits une année, et alors c'est rédhibitoire. L'année d'après, il n'y a rien du tout si on ne l'éclaircit pas. Alors, en pêche, les variétés que j'ai trouvées donc, dans la région, qui existaient dans la région, représentent tout le potentiel génétique possible de l'espèce. Tout ce que peut donner un pêcher, on le retrouve dans les variétés locales. On a des variétés de pêche, à peau duveteuse, ou à peau lisse, les nectarines, les brugnons. Le mot brugnon, d'ailleurs, est un mot occitan. Et puis on trouve ces mêmes variétés avec des couleurs d'épidermes différentes. Pâles, au contraire orangé, avec un rouge pourpre, on va dire. Des vineuses, donc des pêches violettes, plus ou moins violettes, plus ou moins striées. On peut trouver aussi des épidermes albinos, c'est-à-dire sans aucune coloration superficielle, ni même dans le feuillage. Alors on ne voit peut-être pas bien, mais le feuillage reste lui-même très pâle et sans aucune coloration rouge, alors que la coloration rouge apparaît très facilement sur le pêcher. Je vous ai montré les fleurs tout à l'heure. On a même des variétés de pêche à fleurs blanches. Et puis, pour chaque catégorie, on a des noyaux libres et des noyaux adhérents. Quand le noyau est adhérent, je peux vous assurer qu'il l'est vraiment. Et puis, on a des pépites. Celle-ci, c'est Alberge. C'est un collectionneur de la Réole qui a trouvé cette variété, qui vient de Dordogne, qui est une variété de nectarine, mais elle n'est pas complètement nectarine. C'est-à-dire, certaines années, elle va faire un fin duvet sur l'épiderme. Donc voilà, nectarine, pas nectarine. Donc la plupart des années, elle a l'épiderme lisse. Donc nous, on l'a classée dans les nectarines, mais je sais qu'elle peut avoir un très fin duvet. Elle a un noyau extrêmement libre, c'est-à-dire si vous coupez la pêche en deux, boum, le noyau tombe tout seul, c'est très pratique pour faire des tartes. Et l'épiderme est fin, mais malgré tout suffisamment solide pour qu'on puisse la transporter sans qu'elle soit sensible au choc. Quant à la qualité gustative, alors là c'est un miracle absolu, c'est une variété d'une qualité, mais c'est extraordinaire.
Bon, ben tout ça, il faut quand même parfois un petit défaut. Elle est un tout petit peu plus sensible à la cloque que ne le sont majoritairement les variétés anciennes. Il lui faut 2 traitements contre la cloque si on ne veut pas en avoir. Les cerises, alors je vous en montre que 2, je vous en ai parlé. Chapata, qui est la variété typique du Pays Basque, qui n'éclate pas sous la pluie, mais qui a un très long pédoncule. Donc ça, c'est pareil, c'est rédhibitoire, ça ne peut pas passer dans le commerce courant. Une variété de cerise ne peut pas avoir un pédoncule long. Et c'est la variété qui contient le plus de sucre. Vraiment, elle est extrêmement sucrée. Et puis l'autre, c'est Pellois, qui est plus précoce, mais qui, elle, est un petit peu sensible à la pluie sur récolte. Pas sur fleurs, mais sur récolte. Et là, elle a tendance à faire du monélia. Notre souci, c'est que depuis cette année, on s'est rendu compte que ces variétés très sucrées à épiderme un peu fin sont extrêmement appétantes pour la Drosophile Suzuki. Donc on a eu beaucoup de malheur cette année puisque on ne pouvait pas récolter, on ne pouvait récolter qu'en début de maturité et très rapidement les drosophiles arrivaient et on avait les cerises qui fermentaient. En prune, je vous ai déjà parlé de la population, enfin des prunes d'Agen. Donc, la prune d'Agen, c'est pas un individu unique, c'est toute une population qui avait été repérée par l'INRA de Bordeaux entre les années 42 et 46. Dans les vergers du Lot-et-Garonne, ils avaient fait une prospection, ils avaient récupéré beaucoup de clones, beaucoup de types. Et nous avons récupéré les collections de l'INRA de Bordeaux, plus d'autres que j'avais pu trouver. Et donc on voit que les fruits sont de couleur plus ou moins violet, plus ou moins rose, voire pâle, blanche. C'est ce qu'on appelle les blanches, mais elles sont en fait jaunes ou vertes. Au séchage, elles donnent aussi un fruit violet. Au séchage, on ne se rend pas compte. Et certaines portent des appellations bien précises, Lambrun, Marbeuf, Terrière. Et puis un type un peu particulier qui est l'impériale épineuse. Donc il m'a fallu passer la collection au GVS pour une analyse génétique. Je vais dénoncer la personne dans la salle, donc je fais très attention à ce que je vais dire. Mais a priori, il y a quatre génotypes différents de ces prunes d'Agen. De toute cette collection de 50 clones de prunes d'Agen, il y aurait 4 génotypes différents, mais très faiblement différents. Elles ne sont pas très loin les unes des autres, mais malgré tout, on peut quand même voir qu'il y a des différences génétiques claires dans cette population de prunes d'Agen. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure. On a aussi trouvé une pépite, qui est une variété de prunes extrêmement sucrée, de très grande qualité gustative, très peu sensible aux maladies, qui met à fruit rapidement, qui a la capacité de se multiplier sans greffage, c'est-à-dire par marcotage. C'est Datil, qui est originaire du Lot, elle n'est pas originaire du Lot-et-Garonne, enfin elle n'est pas originaire d'Aquitaine, puisque le Lot c'est Midi-Pyrénées, mais alors là les frontières régionales ou départementales n'existent pas au niveau de la création des variétés. Elle ne se trouve que dans cette région, on n'a pas trouvé ailleurs, pour le moment on n'est peut-être pas allé très loin dans les analyses génétiques, mais enfin pour le moment elle n'existe qu'à cet endroit-là. Et on avait trouvé un arbre au début des années 90, et on en a trouvé un deuxième au début de cette année, et on est très content d'avoir pu faire l'introduction d'une deuxième souche, mais on est certain que c'est bien de la datine, hein. On a fait aussi analyser par analyse moléculaire, et donc c'est une prune que l'on utilise sous toutes ses formes, en frais, mais aussi cuisinée en tarte, en fruits, en conserve, en confiture, et aussi séché. Donc vous avez peut-être eu l'occasion, si vous êtes passé dans la serre d'exposition, de goûter notre pruneau mi-cuit de Datil. C'est un gros raisin, c'est un bonheur absolu de manger une telle prune avec un noyau qui est libre et petit. Donc on me dit souvent, bah, elle est petite, mais oui, mais elle a un petit noyau. Et j'ai même entendu qu'une petite prune violette, en France, ça ne se vend pas. Et quand on dit, mais oui, mais une Mirabelle, c'est pas gros, on me dit, ouais, mais elle est jaune. Donc il va falloir apprendre aux consommateurs à manger des petites prunes violettes, consommateurs français. Et donc on a eu la chance, malgré tout, de rencontrer une coopérative qui avait des adhérents un peu à l'esprit ouvert,
et qui vendent des fruits en frais, donc il ne les fait pas sécher. Donc c'est la coopérative Pressica qui se retrouve sur les coteaux nord de la Garonne et qui ont implanté cette variété. Donc vous voyez, ce sont des arbres qui sont vigoureux, fermés, contrairement aux autres arbres, enfin pruniers, mais qui sont capables de produire presque depuis le tronc jusqu'à l'extrémité des pousses, lorsqu'ils sont jeunes, bien sûr, parce que ça produit majoritairement sur le bois de 2 ans, 3 ans et un petit peu 4 ans. Mais c'est vraiment une variété, la variété phare du conservatoire. Alors, pour avancer dans le propos, l'arboriculture et la viticulture du XXe siècle ont un peu cassé la machine, c'est-à-dire qu'ont été génératrices d'une réduction de biodiversité, à la fois variétale, puisqu'on a diminué le nombre de variétés, mais aussi une diminution de biodiversité dans les paysages, dans la faune et la flore qui étaient associées à ces arbres. Donc on peut aussi avoir des paysages magnifiques, c'est la vallée du Lot, avec la prune d'Agen. Vous imaginez bien qu'il y a des centaines d'hectares de prunes d'Agen, avec laquelle on fait le pruneau, le célèbre pruneau d'Agen, sauf que la prune d'Agen, là, c'est un clone. C'est-à-dire que sur cette population prospectée dans les années 40, vous avez récupéré 80 clones, nous on a réussi à en récupérer ce qui restait, c'est-à-dire une cinquantaine, et bien il y en a majoritairement un seul, le P707, qui occupe 80% de la production actuelle de prunes d'Agen. C'est-à-dire que la réduction de variabilité, là, elle est vraiment au sein même de la variété et de la population. On retrouve aussi ces déserts paysagers dans les vignes. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment un désert, puisqu'il y a quand même des arbres à la base, il y a des arbres en haut. Je ne suis pas allé prendre les vignobles du Médoc, ni les vignobles de Californie. Je me suis contentée des vignobles de Saint-Maur, dans le Gers. Il n'empêche qu'il manque la troisième dimension, l'arbre, dans ces vignes. Parce qu'on ne peut plus mettre d'arbres dans les vignes, parce qu'on passe avec des tracteurs enjambeurs et on récolte, alors je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais on récolte aussi les vignes, les raisins, je veux dire, à la machine en vendanger. Donc l'arbre à l'intérieur ne peut plus avoir de place. Et alors je ne sais pas s'il faut revenir à la vendange manuelle, mais en tous les cas, c'est vrai que là il y a un vrai problème. Et cette troisième dimension, je vous assure que si vous aviez des arbres à l'intérieur, le paysage il serait complètement changé. Vous auriez une autre impression. Et probablement aussi qu'il y aurait peut-être une aide de la diversité pour protéger les plantes. Donc, on en arrive à l'évolution agroécologique du verger. Il faut changer de paradigme si on veut arrêter de traiter comme on le fait, comme on est obligé de le faire à l'heure actuelle, sachant que nous travaillons tous avec, enfin tous les producteurs travaillent tous avec des variétés, des cépages sensibles aux maladies, et dans des systèmes agricoles à faible diversité et à fort taux de traitement, donc c'en est même dangereux pour la santé humaine, on commence à le savoir. Mais il faut qu'on le sache pendant 20 ans ou 30 ans avant de trouver la solution pour faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de passer de la lutte contre quelque chose à comment développer des résistances naturelles ou des résiliences. Donc pour ça, on n'a pas trouvé d'autre solution que de voir comment faisaient les paysans autrefois, et donc d'augmenter la diversité spontanée, floristique, entomologique, microbiologique et mycorhizienne dans les vergers, puisque je reviens au verger et je m'intéresse au verger. Mais tout ça en utilisant des variétés moins sensibles aux parasites. C'est une évidence qu'il faut utiliser des variétés moins sensibles aux parasites, si on ne veut pas avoir à lutter contre les parasites. Alors, nous, on a mis au point la haie fruitière, beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est un système à 2 étages, avec un étage qui est rabattu de façon à rester en dessous de la couronne des arbres producteurs. Alors le premier arbre que je vous montre, c'est justement pas un producteur de fruits de consommation, mais bien un producteur de fruits destiné à attirer les oiseaux. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que lorsque j'ai fait une conférence à Poitiers, il y a 2 ans, j'ai précisé
sauf que je me suis trompée, puisque c'est un malus, un pommier d'ornement, hein, un pommier aussi qui sert à la pollinisation des vergers, Malus brunifolia. En fait, les oiseaux, ils les regardent en passant et ils ne mangent pas les malus. Et là, j'ai eu un tollé dans la salle, et une personne s'est levée en me disant, eh bien écoutez, si vos oiseaux au sud de la vallée de la Garonne ne mangent pas les malus, et bien chez nous, ils les mangent. Donc voilà, donc, on peut aussi, je pense que chez nous, ils sont gourmands et ils vont chercher tout ce qui reste en dessous des arbres. Donc on peut aussi faire en sorte de donner à manger aux oiseaux. Et donc là, c'est un exemple qui est dans le Béarn, où on voit peut-être un petit peu mieux, puisque la haie est plus jeune, on voit qu'on est en train de la constituer. Donc on constitue 2 étages, mais il faut que ça se mette en place pour faire un linéaire continu sans rupture, qui va servir d'élevage aux insectes auxiliaires, qui va aussi servir à protéger le sol de la lumière, à apporter un amendement naturel par la chute des feuilles, et puis il va se passer la même chose en dessous. Les racines vont s'associer, les champignons qui sont produits par toute cette matière organique qui tombe sur le sol et qui va rentrer à l'intérieur du sol, va permettre de développer des mycorhizes qui vont s'associer aux racines. Alors, je le dis parce que c'est une évidence, parce que c'est comme ça que ça se produit, mais on n'a pas réussi à trouver un laboratoire qui accepte de faire le travail d'expérimentation, parce que c'est très complexe et qu'il faudrait avoir des répétitions trop difficiles à mettre en place. Donc personne ne veut se pencher sur le sujet. Ce que l'on constate, en tous les cas, c'est que dans ces systèmes-là, lorsqu'il sera complet, qu'il sera en place, avec une diversité d'espèces, que je mets par module, diversité d'espèces, des grenadiers, des pruniers, du noisetier, des feijoas, des grenadiers, etc., eh bien, ça sert à protéger les arbres qui sont au-dessus. Là, on a du pommier, des pommiers d'origine béarnaise, entre autres, majoritairement béarnaise. Eh bien, ces arbres-là sont très peu atteints par le puceron, voire pas. Mais le très peu m'importe, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y en ait un peu si l'on veut avoir des insectes auxiliaires qui montent, parce que sinon les insectes ils vont rester dans la haie, ils ne vont pas monter s'ils n'ont pas de quoi manger. À quoi ça sert ces systèmes-là? Ça sert de nourriture aux insectes auxiliaires qui vont protéger la partie haute. Donc n'ayons pas peur d'avoir un petit peu de parasites. Et en plus, bizarrement, parce qu'on n'en a pas l'explication, mais ça doit aussi aider à avoir une microbiologie sur les feuilles, compte tenu du fait que ces systèmes-là ne sont pas traités du tout, il n'y a pas d'insecticides, mais il n'y a surtout pas de fongicides. Et ces arbres-là, qui sont des pommiers, qui peuvent être sensibles à la tablure, sont très peu atteints, voire pas du tout, par la tablure. Alors le verger qui est à côté, qui est un verger classique et conventionnel, lui par contre il est très atteint par les pucerons, c'est-à-dire qu'à 5 mètres de distance, on a un système qui n'a pas de pucerons et un autre qui en a beaucoup. Donc on peut cueillir des fruits dans ces haies, et la concurrence que l'on pourrait craindre, elle n'existe pas vraiment, sauf qu'il faut quand même des porte-greffes suffisamment vigoureux pour qu'effectivement la partie haute soit au-dessus de la haie elle-même. Alors même dans la partie basse, on peut aussi récolter des fruits. On y récolte des nèfles, on y récolte des coings, et parfois des cerises, on y met des cerisiers acides, alors on rabat les cerisiers, et on arrive à récolter les cerises sur la partie basse, comme on pourrait récolter des framboises. Alors évidemment, un producteur de cerisier m'a dit, écoute Evelyne, récolter des cerises à l'échelle, ça c'est vraiment pas possible, c'est trop compliqué maintenant, mais alors récolter des cerises à genoux, c'est insupportable. Donc on y a trouvé, les photos ont été faites au mois de juin 2013 par une entomologiste, et en 1 heure de temps, elle a pu photographier toutes ces différentes espèces de coccinelles, parce que qui dit coccinelle, pour certains c'est une espèce, alors que c'est pas le cas, il y a des dizaines d'espèces de coccinelles différentes, des petites jaunes, des grosses rouges, avec plus ou moins de points. Il y en a une aussi qui est blanche avec des poils. Certaines sont spécialisées, la plupart sont spécialisées dans les insectes, mais certaines sont spécialisées sur des spores de champignons, de médium, de cloques.
Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans la haie toute bête du conservatoire en 1 heure de temps, en quelques heures de temps, en mois de juin. On trouve aussi beaucoup d'espèces de cirfes, un tas d'araignées. Alors là, il y a au moins une trentaine d'espèces différentes d'araignées dans ces systèmes-là. J'avoue que j'ai appris à ce moment-là que les araignées consomment aussi des pucerons et se nourrissent, bien sûr, ça paraît normal. Donc dans la mesure où elles se nourrissent, ces araignées, ben, elles ont besoin de nourriture et elles les trouvent dans nos systèmes. Et puis aussi des punaises. Alors il y a tout un tas de punaises, des plus grosses aux plus petites, avec des punaises parasitoïdes, donc qui sont toutes petites et qui pondent dans les pucerons, par exemple, ou dans les tigres. Enfin, dans les tigres, je voulais dire les tigres parasites des arbres. Alors là, c'est une ancienne haie, c'est celle que j'ai faite en 1996, avec que des espèces fruitières, donc des arbres qui ont poussé, et puis le système arbustif en fait, j'ai fait ça un peu spontanément, comme ça, au nez. Et il se trouve que on a rabattu pendant quelques années cette partie basse pour qu'elle s'étoffe, pour qu'elle fasse ce linéaire continu sans rupture. Sauf qu'à un moment donné, on a arrêté de la tailler parce qu'on n'avait plus le temps. Donc cette zone-là est venue occuper l'espace entre deux arbres et a commencé à s'étoffer, et on en avait 5 mètres de large. Donc on a taillé, vous voyez tous ces bois, on en avait des deux côtés pareils, on a taillé, on a rabattu cette partie-là il y a 4 ans maintenant, et puis ça s'est reconstitué dans le courant de l'année. Donc vous voyez, les arbres n'ont pas peiné, enfin, a priori ils ne sont pas peinés, ils sont un peu hauts, mais ils se portent très bien, et la haie, après un rabattage très sérieux, peut se reconstituer en quelques mois, ou même à peine quelques mois. Alors d'autres exemples, chez un viticulteur par exemple, qui a créé une haie fruitière, mais ne pouvant pas la mettre à l'intérieur même de son vignoble, il l'a mis entre deux parcelles de cépages différents. Je ne sais pas s'il a arraché ces cépages ou pas, mais en tous les cas, il a planté une haie fruitière. Les espèces fruitières elles-mêmes, c'est majoritairement de l'abricotier, de l'amandier, et puis de temps en temps un cerisier, un pommier ou un poirier. Et il a utilisé la même notion que nous, c'est-à-dire arriver à faire un linéaire continu sans rupture, mais avec d'autres espèces que celles qu'on utilise. Donc il a bien utilisé un petit peu les noisetiers, mais il a pris vraiment un tas d'espèces, dont je ne vous citerai plus les noms parce que je ne m'en souviens pas, mais il a mis, entre autres, du poivrier, du sichuan, des artichauts, des grenadiers, des feijoas, et tout un tas d'espèces, même du néflier du Japon. Et ça... Il a des fruits, il a des fruits, hein, comme tout le monde. Donc il fait de récoltes. Parfois aussi, il a des framboisiers ou des cassis. Alors cette année, les framboisiers ont eu vraiment trop chaud. Il aurait fallu que les arbres soient plus ouverts pour faire de l'ombre aux framboisiers en dessous, parce qu'on a eu des chaleurs énormes. On est monté au-delà de 42 degrés. Dans ces cas-là, vous savez, au sol, on peut avoir 50 degrés. Et là, le framboisier ne résiste pas. Et l'ombre peut être recherchée aussi pour faire une production sous les arbres. Donc là, c'est une autre photo de chez lui, où on aperçoit donc les artichauts. Alors on peut aussi essayer de développer la microflore du sol par l'apport de bois, c'est-à-dire d'une substance organique difficile à dégrader. Donc entre autres, ce sont les champignons qui dégradent le bois. Donc on a un pool de champignons qui se développe entre le sol et ce bois, qui est un bois vivant, qui doit être un bois riche en eau, riche en acides aminés. Et les champignons dégradent ce bois, les vers de terre récupèrent le produit de dégradation et arrivent à le descendre très profondément. On retrouve les produits de dégradation du BRF, 30 cm sous le sol, quelques mois après l'avoir posé. Mais pour cela, il faut quand même avoir ce fameux pool de champignons. C'est très important. Si vous avez un sol très argileux, très froid, très humide, et si vous posez du BRF là-dessus, il y a très peu de chances pour qu'il y ait une dégradation. Vous allez avoir
deux substances différentes, le sol et le BRF, et rien ne va bouger. Et là, vous risquez aussi de voir des développements d'asphyxie racinaire. Donc il faut absolument mettre une couche entre les deux qui apporte ces fameux champignons qui vont aider à dégrader le BRF et à faire descendre les substances dans le sol pour améliorer le sol. Et donc vous allez voir développer dans ce BRF un tas de champignons, alors de toutes sortes, des blancs, des marrons, des rouges, des jaunes, des mous, des trucs complètement moches, mais on ne touche pas, ça fait partie de la diversité. Et puis on essaie aussi de nourrir les insectes, et en particulier les insectes pollinisateurs, le plus tard possible en saison. Parce que souvent les insectes pollinisateurs, on les veut au moment de la floraison des arbres fruitiers, bien entendu. C'est-à-dire, pour les amandiers, ça démarre en février, et puis au pire, en pommier, ça va s'arrêter au plus tard mi-avril. Puis après, il faut qu'ils se débrouillent. Sauf que si on ne leur donne pas à manger tout au long de l'année au sein même du verger, il va falloir qu'ils se débrouillent ailleurs. Et ailleurs, maintenant, c'est compliqué de trouver de la nourriture pour les insectes. Donc on met des plantes dont les floraisons s'échelonnent. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup aussi les grenadiers et les feijoas, qui sont des arbres fruitiers, mais qui ont des floraisons plus tardives. Et puis on intègre on essaie d'intégrer des arbres comme l'arbre à miel qui fleurit plus tard, ou des astères. Vous voyez, on a des astères qui vont fleurir en octobre. On met des arbres bousiers qui, eux, fleurissent très tard. Dans la serre, je ne sais pas si vous avez vu, on a créé une haie avec du BRF à l'entrée, une haie avec de la paille de l'autre côté. Et la haie avec le BRF, côté droit, on a mis des arbousiers, et avec Jean-Marie, on a passé 3 semaines dans la serre, on a été interloqués de voir les bourdons arriver dès le lendemain. Ils passaient comme ils pouvaient passer, et comme ils pouvaient rentrer dans la serre, et ils faisaient 3 tours de serre, et clac, ils arrivaient directement dans les fleurs d'arbousier. C'était formidable, quoi, hein, parce que on n'a pas mis une pancarte, quoi. Et donc on était là, comme des enfants, à regarder, à faire des photos et tout. Et c'est toujours pareil avec les arbousiers. Quand on les plante, quand on plante en décembre, s'il y a des fleurs sur nos arbousiers en fleurs, on est certain, si c'est un jour ensoleillé, on a les bourdons qui arrivent dans le quart d'heure qui suit. Mais on a besoin, il faut absolument trouver des solutions pour donner à manger à nos insectes. Et alors la plante qu'on n'aime pas en général, c'est le lierre. C'est celle qui produit le plus de nectar, qui peut nourrir des ruches et des abeilles sauvages le tard en saison, le plus tard en saison, sauf qu'il faut un support pour ce lierre. Il a besoin, lui, de pousser en l'air pour fleurir, et donc les supports, c'est soit vous avez un arbre mort, vous le gardez, en espérant que le lierre va venir dessus, ou alors vous mettez un poteau, puis vous allez chercher du lierre, vous le plantez au pied, et vous allez voir qu'au bout de quelques années, il faut être patient, au bout de quelques années, vous avez un arbre à lierre qui va fleurir, et alors là, vous allez voir des centaines et des centaines d'insectes qui vont venir dès qu'il fait un tout petit peu beau. Alors c'est toujours le même endroit, donc on y a intégré je ne sais plus ce que c'est, ma foi, des résultats peut-être. Je ne suis pas sûre. Et puis, on laisse aussi nos vignes chevaucher nos abricotiers. Alors, on a mis les échelles une première fois au mois de juillet pour récolter les abricots, puis on a mis les échelles une deuxième fois au mois d'octobre pour récolter les raisins. Bon. Mais il n'y a pas qu'au Conservatoire d'Aquitaine, les Italiens font encore ça. Et des maraîchers se sont lancés, un assez grand nombre de maraîchers en France essaient maintenant ces systèmes associés avec des arbres fruitiers qui ont pour objectif aussi de faire de l'ombre en dessous. Et donc on voit des cultures mixtes, donc sur les alignements. Là on est dans un alignement de pêcher avec des citrouilles. Certains utilisent des animaux pour entretenir leur verger. Alors là il faut être archi prudent, hein. Je ne conseille jamais de lancer des animaux dans les vergers sans avoir pris les précautions qui sont utiles, à savoir si vous mettez des moutons, débrouillez-vous pour qu'ils ne mangent pas les écorces. Donc là on est dans la Manche, c'est Jean-Yves Filâtre qui a importé les premiers moutons de race Shropshire, donc ils ne mangent pas les écorces, mais ceci dit, ils adorent les arbres. Et il faut le savoir au départ. Et donc ils adorent les branches et les bourgeons à fleurs.
enfin les bourgeons à fleurs, même en hiver. Donc si les branches tombent au sol, vous pouvez être sûr qu'ils vont passer leur journée à tirer sur les branches. De fait, il a remonté le plafond, vous voyez, il a coupé toutes les branches à hauteur de mouton. Alors il y a le mouton d'Ouessant aussi, je crois qu'il ne mange pas trop parce qu'il est petit, qu'il ne mange pas trop les écorces. On peut associer ces moutons avec quelques poules, quelques oies, un mélange d'animaux, mais toujours on surveille les animaux, parce que certaines fois, quelques oies vont se mettre à taper dans les troncs et vont faire des trous vraiment très profonds. Et j'ai vu un canard vicieux à la Glorieuse dans les Landes qui a vraiment découpé, vraiment à l'emporte-pièce, qui a découpé l'écorce d'un pommier. J'ai demandé au propriétaire ce qu'il avait fait. Il m'a dit, mais c'est pas moi. Et vraiment, c'était lisse, comme si un menuisier était passé, quoi. Il n'y avait plus du tout d'écorce, c'était magnifique, mais l'arbre au-dessus, il était mort. Hein. Il m'a dit, je m'en suis rendu compte trop tard, et alors après, quand il y en a un qui le fait, après, il y a un certain phénomène d'entraînement, ça c'est gravissime. Et puis à Hendaye, on a un verger donc, au domaine d'Abadia, où ils surveillent le domaine d'Hendaye donc à cheval, et ils avaient eu le malheur de mettre les chevaux 3 jours de temps un week-end dans le verger. Ils ont attaqué les cerisiers, parce que c'est là certainement qu'il y a le plus de tanins, et pour eux ça doit être intéressant. Ah mais c'était épouvantable de voir, c'était des masses d'écorce qui avaient été décollées, enfin des masses d'écorce jusqu'au bois, et la cicatrisation est extrêmement difficile. Alors elle s'est faite, mais vous imaginez ce que fait un cerisier, il se met à gommer, et puis bon, il en prend un coup. Donc si vous associez avec des animaux, c'est vrai que vous avez des déjections, vous avez un apport de matière organique, une matière organique azotée, mais vous ne laissez jamais les animaux sans surveillance dans un verger. Alors nous, on s'amuse bien sûr avec nos variétés, on fait ce que je vous disais, des vergers paysagers, et parfois on va au-delà du raisonnable. Donc là on est dans une abbaye, il fallait faire un symbole religieux, j'avais un terrain qui était à peu près approprié, puisque c'était une butte, et j'ai fait une coquille Saint-Jacques sur la surface qui m'était impartie. Et cette coquille Saint-Jacques, ça nous a valu un travail de géométrie assez intéressant, où on a des alignements d'arbres qui s'écartent, comme ça, si vous regardez une coquille Saint-Jacques, on a exactement ce dessin, et ensuite les courbes de croissance sont évidemment en cercle. Donc il fallait qu'on arrive à faire à la fois des alignements et puis des cercles concentriques, et donc avec des arbres qui sont espacés de moins de 2 mètres entre eux en haut, et sur le même alignement, on arrive en bas, on est à 7,50 mètres. Et donc là, on peut jouer sur les porte-greffes. Et les espèces, bien sûr, mais sur les porte-greffes. Bon, c'est assez marrant à faire. Et puis là, aussi une croix, donc j'ai réalisé avec les symboles qui me venaient en tête, grenadier, vigne et olivier. Et puis, j'ai fait une autre représentation. Il fallait que j'occupe un terrain sans l'occuper beaucoup. C'était vraiment... il fallait un verger, mais sans arbres quasiment. Et en bordure du Gers, la rivière, le Gers. Et donc j'ai fait un fer à cheval pour occuper le moins possible d'espace tout en l'occupant quand même. Ça fait pas mal d'arbres. Mais la distance entre 2 arbres à l'extérieur est plus importante que la distance entre les 2 arbres à l'intérieur. Donc ça c'était plus dur à faire, à réaliser, parce qu'on a voulu le faire à l'œil, alors c'est compliqué, que la coquille Saint-Jacques. Et là, les arbres poussent tous les ans. On suit ces vergers, hein, on passe 1 à 2 fois, voire parfois 3 fois par an sur les vergers pour montrer aux propriétaires comment les tailler et comment les entretenir. Voilà, donc je ne vais pas tarder à terminer cette intervention. Sachez que j'ai publié quelques livres aux éditions du Rouergue, parce que je suis fidèle à mon éditeur et je crois que l'éditeur apprécie de publier les ouvrages du Conservatoire d'Aquitaine. Donc le premier était sur le greffage, parce qu'il faut recommencer à savoir greffer pour pouvoir multiplier les variétés fruitières et multiplier ses propres variétés fruitières. Un ouvrage sur la taille que l'on a coordonné avec Jean-Marie Lespinasse, et dont les articles présentaient la conduite des espèces fruitières, espèce par espèce, avec des spécialistes de chacune des espèces.
Puis on a recommencé avec Jean-Marie Lespinasse, après avoir observé pendant presque une dizaine d'années ce patrimoine fruitier, avec l'œil nouveau de Jean-Marie Lespinasse, qui a fait 40 ans de carrière à l'INRA de Bordeaux, à l'observation des branches fruitières du pommier, et qui a été l'inventeur, le concepteur de l'axe vertical, qui est la conduite qui est utilisée à l'heure actuelle dans le monde entier sur les arbres pour arriver à les mettre à fruit le plus vite possible, dans les conditions les plus naturelles possibles, mais c'est pas pour ça qu'on n'intervient pas. Et il a une vision extraordinaire de comment croît chacune des variétés. Et il l'a fait pour différentes espèces. Parce qu'il y a pommier et pommier. C'est-à-dire qu'entre un pommier qui a des branches très fermées, très verticales, et un pommier qui a un port en parapluie, c'est toujours un pommier, mais voilà, ils se comportent d'une manière différente. Et ça a été pour moi une redécouverte de ce patrimoine. Et je ne remercierai jamais assez de tout ce travail que l'on a pu faire ensemble et cette publication. Alors, elle date de 2008, mais maintenant qu'on a fait les analyses moléculaires, que toutes les presque 900, presque 1000 variétés ont été j'aurai les résultats de la totalité des analyses moléculaires l'année prochaine, mais tout a été passé aux analyses. C'est à refaire, parce que certaines variétés que l'on croyait locales, finalement, ne sont peut-être pas tant que ça, et donc on a besoin de refaire cet ouvrage. Et puis le dernier, c'était La biodiversité amie du verger 2014, et réédité en 2018 et augmenté. Donc voilà, j'ai encore de quoi m'amuser, j'imagine bien. Pour conclure, je voudrais dire qu'en conservant notre patrimoine traditionnel, et vous l'avez compris, c'est la mémoire de cette histoire que nous portons, de ce périple, de cette longue présence des arbres fruitiers aux côtés des paysans d'Europe, et grâce à eux, en le conservant, en le caractérisant, y compris donc à l'aide des analyses moléculaires, pour nous c'est une redécouverte, et en réalisant des croisements pour le réintégrer dans l'arboriculture moderne, nous œuvrons pour le transmettre aux générations à venir. Mission dont nous avons collectivement, vous et nous, toujours et encore assuré la pérennité, soyez-en certains. Aussi dès maintenant, préparons-nous à envisager ce que les 40 prochaines années réservent à ce patrimoine, à sa sauvegarde et à sa valorisation. Nous venons de recevoir la reconnaissance en tant que Conservatoire d'Aquitaine du ministère de l'Agriculture en tant que gestionnaire de ressources phytogénétiques. Donc le dépôt légal au journal officiel est à venir. Et le département du Lot-et-Garonne nous a attribué en 2018 le label Espace agricole remarquable. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.